Bonsoir. C'est sympa de voir autant de sportifs. Vous allez tous faire le marathon, non? Ouais? Oh là 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 là. Moi qui me bats depuis des années pour que les Français arrêtent d'être sédentaires, c'est un vrai bonheur de voir des gens qui vont faire des efforts pareils. Levez la main ceux qui ont déjà fait un marathon. Ok, donc baissez la main. Levez la main ceux qui n'ont jamais fait de marathon. Vous allez en chier. Voilà. Bon, je vais faire une intro très très rapide. J'aurais voulu vous parler de mon expérience personnelle du marathon, parce que oui, je sais, j'ai un corps de rêve et j'ai fait 3 marathons dans ma vie, mais enfin, je ne vais pas parler de moi. Je peux vous parler du premier, en revanche, où j'ai appelé ma mère à partir du 20e kilomètre, et où je suis arrivé en me demandant pendant les 20 derniers kilomètres pourquoi il y avait un mec qui me donnait des coups de bâton dans le dos en permanence. Donc il va falloir vous préparer un petit peu à souffrir, mais ça vous le savez. Et justement, si les organisateurs ont voulu aujourd'hui organiser cette conférence, c'est pour vous aider à mieux comprendre comment votre organisme va ou pas supporter cette course, et puis surtout vous donner des conseils pour que vous preniez du plaisir, parce que ce soit le marathon ou les foulées de l'éléphant, pour ceux qui ne veulent pas se payer plus de 42 km, ça doit rester bien sûr avant tout un plaisir. Et pour ceux qui n'ont jamais couru le marathon et qui vont le faire pour la première fois, vous allez voir qu'en passant la ligne d'arrivée, le bonheur que ça représente avant la souffrance, enfin du lendemain. Vous verrez tout ça. Alors, je ne vais pas être tout seul pendant cette heure consacrée aux bienfaits de la course sur la santé. Je vais demander à mes 3 alcooliques de bien vouloir rentrer. Émilie Cherpin, Ronan Lecor et Marc Doty qui vont venir à mes côtés, que vous pouvez applaudir très fort, parce que tous les 3 sont ou ont été des marathoniens. Vous voyez qui a été un marathonien. C'est pas sympa parce que c'est pas lui. Émilie Cherpin est podologue et elle est marathonienne. Elle a fait son record est de 2h58. Ouais. Ah oui, on n'est pas. C'est pas une quiche, Émilie. Marc Doty, qui est à mes côtés, qui a 48 ans. Vous avez vu, je n'ai pas donné votre âge, hein, c'est sympa. Elle a 30 ans. Marc Doty, qui est à côté de moi, qui a 48 ans, est médecin d'un club que j'adore, le Football Club de Nantes, car il a permis au Paris Saint-Germain, que je supporte, de gagner pas mal de points cette année. Tu as plaisante, j'aime bien les Canaries aussi. Médecin du sport, chef du service physique et de réadaptation locomotrice et respiratoire au CHU de Nantes, ex-marathonien qui continue de courir mais qui est passé au vélo un petit peu. Hein. Et puis Ronan Lecor qui a 50 ans, qui est dirigeant d'une grande entreprise que vous connaissez, Système U, et qui ne peut pratiquement plus marcher. Donc le marathon, pour lui, c'est fini depuis longtemps et il s'est mis au vélo. Alors, juste votre expérience en un mot. Après, on répondra. On a reçu, je ne sais pas combien, enfin, ils ont reçu je ne sais pas combien de questions depuis que cette conférence a été annoncée. Alors, au lieu de faire des speeches, des conférences, etc., bon, on va sélectionner un certain nombre des questions que vous avez posées pour essayer de vous aider à préparer au mieux cette compétition. Expérience du marathon. Combien de marathons? Il faut prendre un micro, hein, parce que sinon... Ouais, très bien, donc vous pouvez le laisser en fait. Donc 2 marathons. 2 marathons, oui. Ouais, combien de temps juste? Moins de 3 heures. Moins de 3 heures? Oui, quand même. Non, mais c'est parce qu'elle était ça veut rien dire, moi, j'ai couru après. Ça veut rien dire moins de 3 heures. C'est moins de 3 heures, ça peut être 2h15. Donc c'est quoi? Ouais, c'est encore un peu plus bas. À 2h05 en fait, le recordman du monde donc du voilà, marathon. En fauteuil roulant. Voilà. 2 marathons, comment ça, physiquement, comment, alors que vous êtes sportif, ancien footballeur, que vous êtes, vous entraînez avec les joueurs du FC Nantes au cas où il faudra un remplaçant hein, dans le match. Exactement. Des fois, on finit à 10 contre 11 quand même. Ah ouais. Alors, ressenti physique?
Bah, c'est comme tu l'as dit, hein, tu appelles ta mère pendant toute la course. Voilà. Et elle ne répond pas toujours. Non, le problème, c'est quand elle n'est même pas là à l'arrivée. Voilà. Donc, souffrance. Ça dépend comment on démarre. Si on démarre trop vite, ça va finir vite, très vite. Et si on démarre trop lentement, ça finit aussi parce qu'on a trop mal aux jambes. Après, faut le mental. Émilie, on va parler tout à l'heure de l'entraînement rapidement. Je pense que pour faire 2h58 au marathon, il n'y a pas de souffrance particulière. On arrive, on peut en refaire un le lendemain, non? Oui, il y a plus compliqué que ça. Non, 25 km où c'est facile, et puis les 12 derniers où c'est que la tête. Il y a le mur des 30 km ou pas? Pour moi, il y a eu même le mur avant. Hein. Ouais. Ouais. Bah, je suis partie trop vite. Oui. Ouais. Ah oui, il y a eu Au le début, mur ça a avant. l'air facile. Ouais. Ouais. Moi, j'ai eu le mur à la première centaine de mètres. Voilà. Enfin, je suis rentré dans le mur. Ronan, vous avez encore un souvenir des marathons ou pas? Ouais, 3 marathons. Le premier, un très grand souvenir, c'était le premier à Paris, avec l'objectif de faire 4 heures. Hein, je suis désolé, partir lent, faire moyen lent et à l'arrivée lent. Donc avec beaucoup de souffrance sur les 4-5 derniers kilomètres qui m'ont pas permis de faire moins des 4 heures. Un deuxième, du coup, encore plus entraîné, qui m'a permis de faire 3h50, qui était mon record. Et là, avec, on le disait tout à l'heure, beaucoup de plénitude. On n'a plus du tout de la souffrance. Puis le troisième, beaucoup moins préparé, où la galère a duré à partir du 25e et jusqu'au 42e, au Mont-Saint-Michel. Je me rappelle extrêmement bien. J'ai vu à peu près toutes les tentes de la Croix-Rouge. Voilà, ça m'a donné envie d'arrêter un peu. Ok, alors on va essayer rapidement, hein, parce qu'on a 1 heure devant nous, pour de faire un petit bilan de tout ce qu'on doit savoir pour préparer la course. Chacun interviendra en fonction de son expertise, bien évidemment. On va commencer par l'entraînement. Là, je vais peut-être m'adresser plutôt aux médecins. Combien d'entraînements par semaine conseillez-vous pour un marathon, et quelle distance et combien de temps? Je pose une question à laquelle vous ne savez pas répondre. Vous me dites Non, joker. C'est un secret. Non, globalement, on a l'habitude de dire qu'une fois par semaine, ça permet d'entretenir un petit peu ses jambes. 2 fois par semaine, ça permet d'être bien au bout du 2e mois, et puis après, on ne progresse plus. Donc, il faut au moins 3 fois par semaine pour commencer à avancer à quelque chose. Puis après, pour ceux qui veulent aller plus loin, 4 fois, 5 fois. Mais combien de temps à chaque fois? Moi, j'ai l'habitude de courir assez lentement au départ, surtout si on n'a jamais couru de sa vie et qu'on se met un challenge dans la tête. Mais il faut penser à ne pas dépasser plus de 20% de kilomètres en supplément d'une semaine à l'autre. Donc si vous démarrez avec 30 km par exemple par semaine, il faudra passer à 36 la semaine suivante et pas brûler les étapes, sinon vous allez avoir quelques petits soucis physiques, notamment d'adaptation à l'effort, par rapport notamment au système osteoarticulaire. Et on dit qu'il faut, j'avais lu qu'il fallait, si on était... D'abord, combien de temps avant? On imagine, voilà, les gens qui vont courir leur premier marathon, qui se disent aujourd'hui, on est le 10 mars, le marathon a lieu le 19 avril, ils se disent tiens, je vais m'y mettre. Ils sont venus tâter le terrain là. Ils se sont dit ça a l'air sympa de courir. Et pourquoi pas? Hein, donc vous avez à peu près 39 jours pour vous entraîner. C'est possible ou pas? Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée du tout. Je dirais plutôt s'inscrire pour l'année suivante, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Il faut s'y prendre combien de temps avant, semblait? Si on a la condition physique, qu'on a l'habitude de courir et qu'on se met une distance supplémentaire, évidemment, on peut préparer un marathon en 2 mois si on fait déjà du cross et on est déjà licencié. Si par contre on court pour la première fois de sa vie, c'est minimum 1 an. Un an de... Un an de labeur quelque part, parce qu'il va falloir s'entraîner toujours un peu plus. Combien de temps vous vous entraîniez? Alors moi, j'avais pas beaucoup de temps, mais je courais tôt le matin et tard le soir, et j'essayais de faire 50 km. Par semaine? Ouais. Quand je pouvais essayer d'en faire un peu plus, je détestais les fractionnés. Voilà, donc je cherchais des côtes qui me permettaient. Voilà. Mais j'essayais de faire, oui, c'est ça, au moins 50 km et 4 fois par semaine. À partir de combien de temps de course on ressent les bienfaits? Parce qu'on disait, on a souvent entendu dire que courir moins de 30 minutes ne servait à rien pour l'organisme, en tout cas rien pour l'entraînement cardiaque notamment. On demande s'il faut courir 30, 40 minutes, 1 heure, enfin la durée minimum d'un footing
en vue d'un entraînement? Oh, bah, moins de 40-45 minutes, c'est pas la peine d'y aller. Mais c'est toujours pareil, si on démarre et qu'on n'a jamais couru de sa vie, qu'on a un surpoids, qu'on n'a plus l'habitude du tout, qu'on est complètement désadapté à l'effort, commencer par 5 minutes de course, 2 minutes de marche, 5 minutes de course, 2 minutes de marche. On commence comme ça, mais bon, l'objectif marathon, c'est l'année suivante, c'est clair. Bon, après, pour avoir un vrai impact, 40-45 minutes. Après, moi, je ne suis pas un adepte des grandes distances dans le sens à l'entraînement. C'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup de champions d'entraînement qui font 2 heures, 2 heures et demie pour préparer le marathon. Aujourd'hui, il y a les ultra-trails en plus, donc pourquoi pas faire 5 heures de course à pied le dimanche matin. Mais on y laisse des plumes, donc quelqu'un qui veut vraiment être performant sur ces grandes distances, 1 heure et demie jusqu'à 2 heures, c'est bien suffisant si vous êtes très performant et que vous arrivez surtout à multiplier la fréquence dans la semaine. D'accord. Vaut mieux y aller plusieurs fois que de faire Tout à fait. un grand footing de 2 heures un jour. Même si psychologiquement, ce qui rassure, c'est quand même de faire un footing de 2 heures, de 3 heures, en se disant, voilà, on n'est pas loin de la course, même si on court 3 heures, 4 heures le marathon. Ça rassure quand même de courir 2 heures, 2 heures et demie. C'est la particularité, à mon sens, du marathon, c'est-à-dire que dans toutes les autres distances inférieures, si vous prenez par exemple les foulées de l'éléphant, 10 km, vous aurez l'occasion le dimanche de courir au moins les 10 km, peut-être même 15, etc. Si vous faites un semi-marathon, vous pourrez un dimanche, un jour, vous essayez en semi-marathon l'entraînement. Tandis qu'à l'entraînement, on ne peut pas faire un marathon et encore moins un marathon préparatoire la semaine avant le marathon objectif. Donc c'est ça qui donne aussi un aspect un petit peu mythique, moi je dirais, du marathon, parce qu'on démarre le marathon dans l'inconnu, puisqu'on n'a jamais couru la distance, pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Mais même quand on l'a fait, on n'a pas pu s'exerciser sur cette distance-là. S'exercer, parce que l'excision, ça, on n'a pas le droit. Exerciser. Ouais. Exercer. Non, mais c'est un autre sujet. C'est in English. Ah, vous parlez en anglais. Ok. Yes. Je vais translate alors. Hein. Est-ce une bonne idée de pratiquer un autre sport en parallèle à une préparation au marathon, faire du vélo ou de la natation notamment? Alors moi, je viens de l'école d'athlétique. Donc quand j'ai préparé mes marathons, je faisais du cross aussi. Donc moi, je faisais uniquement de la course à pied. Après, je pense pourquoi pas que ça peut être une bonne idée de coupler avec Ça permet des de faire efforts bouger d'endurance, d'autres muscles. de vélo et natation notamment. Oui. Oui, moi je déteste ça pourtant, mais j'essayais d'aller faire de la natation une fois par semaine. Ouais, ça En détend, vue du marathon? Je trouve que ça détend, ça fait un peu de bien. Je ressentais ce bien, quoi. C'est-à-dire qu'en courant, on met les muscles sous pression. La natation, on est On est massé. Comment? On est massé. On est massé en natation. Donc ça détend effectivement des muscles qui sont sous contraction permanente pendant les courses. Pourquoi pas, hein, à part pour ceux qui peuvent se payer une petite kinette là, qui vous fait du bien, mais. C'est quoi une kinette? Il y a des mots, il y a des mots à Nantes que je ne comprends pas. C'est exerciser. C'est de l'anglais aussi ou quoi? Une masseuse et kinésithérapeute. Ah d'accord. Ouais. Là je comprends. À Paris on dit pareil. Voilà. Ouais. D'accord. Non, après, c'est comme tous les sports, c'est-à-dire que si vous voulez vous améliorer en course à pied, il faut faire de la course à pied. Le vélo, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à subir les entraînements trop durs. Ça vous permet de travailler votre rythme cardio-respiratoire, mais les impacts à la course à pied, c'est irremplaçable pour pouvoir progresser. Vous avez tous fait l'expérience parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent au marathon alors qu'ils viennent du football, par exemple. Eh bien, on a beau, par exemple, courir, faire 4 séances par semaine. Vous décidez de faire un petit football avec les copains là, en salle et le lendemain, vous avez des courbatures et pourtant, vous êtes entraîné à courir. Mais alors, ça ne se traduit pas du tout au football. Et de même, quand vous êtes footballeur, que vous passez à la course à pied, c'est une catastrophe. Et là, le pire, c'est quand vous êtes nageur et que vous allez sur un sport à impact. Alors là, attention aux os et aux articulations. Comment, peut-être vous avez répondu un petit peu tout à l'heure, mais comment progresser quand on ne peut courir qu'une fois par semaine? En admettant que quelqu'un veuille se préparer un an avant, parce qu'il y a pas mal de gens qui vous dites c'est bien quand on est licencié, mais il y en a qui travaillent, même si je sais que c'est pas ce que vous vouliez dire. Mais comment, c'est pas toujours facile les vannes. C'est pas toujours facile de courir plus d'une fois par semaine. Il y en a pas mal qui courent. Alors en général, on s'arrange pour courir le samedi et le dimanche, au moins, quand on prépare le marathon. Mais est-ce que c'est raisonnable ou pas du tout? Ou il faut renoncer complètement au marathon si on peut
courir juste une fois par semaine? Bah, moi, je renoncerais. Très bien. Là, il y a la moitié de la salle qui se vide. Cela dit, C'est pas une bonne idée. ça paraît logique parce qu'il faut quand même que le corps progresse. Faut-il ou non s'étirer avant, après une épreuve ou une sortie? On ne parle pas du marathon, là, on parle de l'entraînement. Et quels sont les bienfaits et les risques? Alors, s'étirer, je pense que comme tout le monde, vous êtes étiré avant ou après, surtout parce qu'on se met comme ça pour tirer sur des muscles qui ont souffert pendant la course. Et alors, on a fait ça pendant des décennies quand même, hein. Et puis un jour, on nous a dit, oulala, vous finissez par traumatiser vos muscles encore plus que la course. C'est-à-dire que vous faites des micro-lésions à force de tirer sur les muscles. Alors, il faut s'étirer, il ne faut pas s'étirer? Bah, quand on est très âgé, il vaut mieux s'échauffer. Et pourquoi c'est... Il n'est pas très âgé. On est un peu sponsor quand même du FC Nantes. Oui. Ah, pardon. Oui, et puis vous allez avoir besoin d'argent pour acheter des joueurs, donc il faut quand Ouais, même bah oui. faire gaffe. Oui, donc il vaut mieux s'étirer. En fait, l'étirement, l'intérêt, c'est de retrouver ses amplitudes articulaires. Donc, si vous êtes amené à faire une séance de fractionné ou même une séance de vitesse, une séance de côte, ça vaut le coup d'échauffer pendant 10 minutes, un quart d'heure, puis après s'étirer un petit peu pour gagner ses amplitudes articulaires, pour donc bénéficier de toute, on va dire, sa souplesse articulaire pour travailler après. Par contre, vous essayerez à la fin de votre marathon, je vous mets au défi de pouvoir vous étirer. Parce qu'on parlait des micro-lésions, mais après le marathon, c'est plus les micro-lésions, c'est les macro-lésions. Donc puis pour s'étirer, il faut déjà pouvoir tordre le bras, ce que vous n'arriverez pas à faire. Peut-être pour ouvrir la portière de votre voiture, et encore. Ça fait que les étirements après un entraînement, ils sont possibles, parce que c'est vrai que ça fait du bien quand même, mais c'est vraiment pour des entraînements sous-maximaux, type aérobie, 45 minutes tranquille. Par contre, dès l'instant que vous êtes sur les entraînements un petit peu intensifs ou assez longs, eh bien, en effet, les micro-lésions vous empêchent de vous étirer correctement. En tout cas, c'est plus néfaste que bénéfique. On va parler des chaussures maintenant avec notre podologue. Les chaussures minimalistes, alors vous allez m'expliquer ce que c'est, sont-elles bénéfiques? Peuvent-elles éviter les blessures? C'est quoi ce qu'on appelle les chaussures minimalistes? Alors les chaussures minimalistes, c'est des chaussures qui ont été créées vraiment juste pour protéger le pied. En fait, ça vient un peu d'une mode de courir pieds nus. Donc c'est des chaussures qui font 100 grammes, qui sont vraiment à minima. Sur lesquelles Elles ont des semelles quand même? Il y a juste une semelle et une protection. C'est juste conçu pour protéger le pied, en fait. Ouais. Voilà, c'est des chaussons. C'est des chaussons, ouais. oui. Alors, c'est pas. Moi, j'ai plutôt un avis là-dessus. Je pense que c'est pas des chaussures qui évitent les blessures, bien au contraire. On est quand même issu d'une civilisation. On a l'habitude de marcher avec des chaussures et non pas pieds nus. On n'est pas comme les coureurs africains qui ont une foulée... Ou comme les hommes préhistoriques, puisque vous le savez, ce soir, pas faire de la pub, vous pourrez regarder France 2 sur les pouvoirs extraordinaires. J'en ai pour un quart d'heure. Pour le pouvoir extraordinaire du corps humain avec Adriana Carambeu, que vous verrez toute nue sous la fourrure de reine retournée. C'est la fourrure qui est retournée. Et nous avons donc partagé quelques jours dans des grottes où effectivement à l'époque les hommes marchaient pieds nus. Pas nous, mais à l'époque ils marchaient pieds nus. Pardon, c'était mon petit écran de pub pour ce soir. C'est pour ça qu'à 20h ça s'arrête, c'est que vous puissiez rentrer et regarder l'émission. Donc moins bénéfique qu'une vraie chaussure de course à pied qui comporte amorti et maintien. Quoi. Après, alors, les chaussures, justement, d'abord un rappel. Acheter une paire de chaussures neuves pour le jour du marathon, comme on achète des chaussures neuves pour la bar mitzvah du petit, ou la communion, ou tout ce que vous voulez. Je fais gaffe. Il faut faire attention. Donc, acheter des chaussures neuves pour courir le marathon, c'est une connerie. Oui, il faut faire ces entraînements avec la chaussure avec laquelle vous pensez courir le marathon, pour prévenir tout frottement, des choses toutes bêtes, mais qui peuvent vous faire arrêter un marathon. Oui. Combien il faut mettre dans... C'est quoi les prix des chaussures, le minimum qu'il faut mettre pour avoir une vraie paire de chaussures sans prendre de risque pour quelqu'un qui s'entraîne? Vous savez pas? Alors malheureusement, les chaussures... On va demander aux distributeurs, vous allez voir. Chez Super U, ils ont des chaussures. Vous avez totalement raison.
Moi, je sais pas, je vais chez Endurance qui me conseille et c'est souvent entre 100 et 150 euros quoi, Ouais. pour Les des, deux des bonnes bonnes chaussures, paires hein. de chaussures. Oui, les deux, Les c'est deux, mieux. ouais. 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 J'en mets pas aux mains. Et les semelles, vous qui êtes podologue, il y a pas mal de gens, et moi je suis toujours étonné, il y a des gens qui courent, qui s'entraînent, probablement certains ici parmi vous, qui finissent par avoir mal à la cheville, au genou, au dos, qui vont prendre des anti-inflammatoires, et qui ne savent pas que c'est à cause de leurs chaussures, que ne savent pas qu'il suffirait peut-être d'aller voir le podologue pour mettre des semelles pour rééquilibrer un petit peu le bassin. Mm. C'est incroyable le nombre de gens qui ont mal sans savoir qu'il y a un tout petit truc qui peut les aider, quoi. C'est vrai que la chaussure, c'est la base. Maintenant, il y a tellement un large choix de chaussures que c'est difficile de s'y retrouver. Si je peux donner un conseil, c'est que maintenant, il existe des chaussures pour pieds pronateurs, pour pieds supinateurs. De rester peut-être sur une chaussure neutre, quitte à aller après faire un bilan chez son podologue, justement pour voir le type de foulée qu'on a et adapter des semelles en fonction du type de pied. Mais Ouais. est-ce que justement, il ne faudrait pas, on va parler de la santé, de cardio, de tout à l'heure, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, quand on se décide à se lancer dans un marathon, avec l'entraînement pendant un an, aller voir le podologue en amont et voir avec lui si finalement les chaussures, venir vous voir avec nos chaussures, quitte à venir vous voir, parce que je crois que c'est important chez les podologues, avec les chaussures qui nous ont servi à l'entraînement pour voir l'usure, et puis que vous nous disiez, voilà, quel type de chaussures, et peut-être une petite semelle pourrait vous aider pour éviter d'avoir à souffrir pendant, non seulement pendant les 42 km, mais même pendant toute l'année d'entraînement. Oui, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on fait un examen tout bête, un examen de posture, et puis après un examen dynamique sur tapis de course, sur lequel on étudie la foulée, effectivement, savoir s'il y a un affaissement du pied, une rotation du genou, des choses toutes bêtes. Bon, s'il n'y a rien du tout, voilà, il faut continuer avec des chaussures, des bonnes chaussures. Et après, sinon, il faut adapter une petite semelle, une petite correction. Donc c'est pas mal de ouais. venir vous voir même C'est un an en avant le amont. marathon pour, en se disant, tiens, je veux éviter d'avoir Voilà, des pour problèmes. préparer l'entraînement avec les semelles aussi, oui. Que pensez-vous des manchons de compression? Réel bénéfice ou pas? C'est quoi? C'est ce qu'on appelle les trucs, les chaussettes de contention? Alors, il y a deux types de contention. Il y a les manchons, voilà, les plus connus étant Les manchons, les c'est boosters. Quoi, oui. sans les. Ça n'inclut pas le pied, en fait. Ça n'inclut pas le pied, d'accord. Oui, oui. Et puis, il y a les chaussettes de récupération pour après la course. Les manchons, ça a un intérêt quand on a des petites sensibilités musculaires au niveau du mollet. Ça a aussi un intérêt quand on a des douleurs au niveau du tibia, du périoste. C'est très efficace au niveau des périostites aussi. Ça limite les vibrations au niveau de l'os. Le périoste, c'est l'enveloppe qui nourrit l'os et qui est autour et qui peut donner des douleurs. Ouais. Oui. Et ça permet aussi, quand on prépare un marathon, souvent on enchaîne les entraînements, de récupérer plus facilement quand même. Ouais. Ça veut dire quoi? Qu'il faut dormir avec le manchon de compression? Alors justement, le manchon de compression, ça se met uniquement à courir. Et après, il y a la petite chaussette, si on veut, après l'entraînement. Mais c'est intéressant. Mais c'est comme les chaussures, il faut les mettre longtemps à l'avance. Il ne faut pas les mettre le jour du marathon. Il faut pour s'entraîner avec quelques mois avant. Ouais. Il faut s'habituer à la sensation Voilà. de compression. Et puis il faut acheter celles qui correspondent, parce que sinon ça fait garrot et c'est pas terrible non plus, non? Oui, il faut être bien renseigné, tout à fait. Oui, Si on a le oui. pied tout noir, c'est que ça va pas. Ah non. C'est intéressant ces chaussettes ou ces bas de contention? Ah oui, nous on utilise constamment pour la récupération, notamment quand il y a des voyages, quand vous allez rentrer de votre marathon, vous avez 400 km à faire en voiture, ça vaut le coup. Pour ceux qui sont plus riches et qui sont venus en avion, c'est essentiel. Alors, Et ça pour tout le monde, pas pour ceux qui courent, forcément. Voilà. Et on a des complications de type thrombophlébite après Ouais. les marathons, donc il faut quand même le savoir. Et puis pour ce qui est des boosters, oui, c'est tout à fait intéressant pour ceux qui ont des sensibleries ou des sensibilités, comme tu l'as très bien dit. Et je vais Les deux se disent. Je voulais revenir sur les chaussures. Il n'y a pas d'erreur. Maintenant, à chaque fois qu'ils prononcent un mot, ils se disent putain, mais En anglais ou en français? Non, c'est sur les orthèses plantaires, donc les semelles orthopédiques. Tout ça pour un élément de santé publique qui vous est cher, je crois. Actuellement, il est impossible d'avoir un rendez-vous de podologue aujourd'hui sur Nantes à cause de vous. Et là, c'est un problème parce que, comme on l'a dit, c'est pas une bonne idée de courir des chaussures neuves, c'est pas une bonne idée de courir des semelles neuves. Alors comment ça se fait que vous empêchez tous les patients diabétiques d'avoir accès aux podologues pour avoir leurs semelles? Et voilà. Donc tout ça pour dire qu'il faut faire les semelles un petit peu en amont, quoi, et pas le dernier jour avant le marathon. Que pensez-vous
Là, c'est gardez le micro, c'est pour vous. Que pensez-vous de l'étude danoise qui dit que courir 2h30 par semaine à 8 km/h, ce qui n'est pas trop rapide, allongerait la vie de 5 à 6 ans? Il n'a pas vu l'étude. Bah, c'est une étude danoise. C'est ça. Hein? C'est ce que j'ai dit. Sûrement. Non, mais on dit que, et c'est vrai, il y en a un autre qui dit, est-ce qu'un coureur à pied régulier qui participe à de nombreuses compétitions peut espérer vivre plus longtemps? Il faut savoir que le sport, c'est bon pour la santé à bonne dose, mais le sport de compétition n'est pas bon pour la santé. C'est-à-dire que quand vous essayez constamment de vous surpasser à titre individuel ou, le pire, de battre vos copains, eh bien, si vous faites ça de façon chronique comme un athlète de haut niveau, olympique ou sportif de compétition, vous pouvez regarder les âges de fin de vie des sportifs de très niveau et sportifs professionnels, c'est absolument pas bon pour la santé. Donc, courir pour se faire plaisir, oui. Et le plaisir, c'est bon pour la santé et pour la longévité. J'ai cru lire ça, là, mais c'était une étude française, je crois, à propos d'un produit là, qui marche bien. Je n'irai pas sur ce terrain. Comment expliquez-vous que la course à pied puisse devenir une drogue? Vous, Renaud, Ronan, je vais y arriver. Vous avez, il y a un moment, vous êtes pas, c'était pas une drogue, mais à un moment, vous avez senti l'euphorie. Si, oui, je m'étais mis à courir. Hein. J'ai commencé à courir très tard, je faisais du sport avant, mais vraiment à courir, je détestais ça. J'ai commencé plutôt à 40 ans. Et c'est vrai qu'à force de courir, ça devenait vraiment presque une drogue. Hein. Il fallait que je rentre chez moi, que j'aille courir n'importe où j'étais à l'hôtel, il fallait que j'aille courir le matin. On sent cette pression, entre guillemets, ce besoin vital de courir qui commence à faire d'ailleurs un peu peur à un moment donné. Ouais. Et c'est parce que vous aviez peur de perdre les bénéfices de l'entraînement et de passer à côté d'une séquence? Non, je pense que c'était... votre cerveau qui réclamait? C'était le cerveau qui réclamait, ouais. Donc c'est des endorphines. Endorphines, voilà. Mais ça, je l'ai ressenti, ouais, à un moment donné. Et quand vous avez arrêté, vous n'étiez pas en manque? Non, mais franchement, j'ai fait attention parce que c'est vrai que on le disait, il faut que ça reste un plaisir. Moi, je suis quand même très occupé et à un moment, il faut laisser du temps à autre chose. Et quand on fait un marathon, on laisse pas de temps aux amis pour venir dîner, on laisse pas de temps aux copains pour prendre l'apéro. Et voilà, et ça fait partie quand même de la vie. Donc ça m'a fait dire qu'il fallait que je ralentisse un peu, ce qui m'allait bien aussi d'ailleurs. Et Émilie, pour courir le marathon en 2,58, vous entraînez beaucoup? C'est 5 fois par semaine, oui. Vous sentez que votre cerveau réclame? Oui, le cerveau réclame, oui. Je vous rejoins là-dessus, oui. C'est effectivement, oui, ça devient une drogue, ça devient un besoin. Et puis après, c'est aussi psychologique. On se dit, si j'ai loupé de cette séance, ça y est. Et alors, vous venez d'accoucher au mois de novembre. Comment votre cerveau a supporté le manque d'entraînement? En gros, est-ce que vous étiez chiante, quoi? Mon mari. Son mari est là. Elle était chiante? Il a survécu. Pas du tout. Il a peur de s'en prendre une. Non, elle était chiante. Non, mais dites-le, on s'en fout, elle n'est pas là. Elle était chiante. Oh ouais. Il dit oh ouais. Voilà. Vous êtes content qu'elle reprenne bientôt l'entraînement? Ouais. Oui. Voilà. Bon, quand on s'arrête pour la meilleure des raisons, tout va bien. Et après, on peut compenser aussi par autre chose. Hein, par exemple. Non, ne vous énervez pas. C'était une plaisanterie. Alors, j'ai tellement de questions. Toc. Comment explique-t-on le mur du 30e kilomètre? À cause des organisateurs. Pourquoi à hein. chaque fois que je vous pose une question, vous regardez? Je sais pas, donc je me dis... Vous voulez que je vous la pose en anglais ou quoi? Yes. C'est... Non, qu'est-ce qui se passe au 30e kilomètre pour que, effectivement, on a puisé dans ses réserves? Complètement. On n'a plus de sucre? On n'a plus de sucre. D'ailleurs, on va parler dans quelques instants de l'alimentation, là, de ce qu'il faut. On n'a plus de sucre. Alors, si en plus on a deux exemples, là, ils l'ont très bien dit au début. Si on a démarré trop vite, le mur il se rapproche. Si on a démarré plus lentement, on arrive peut-être à faire une performance sans avoir le mur. Quand on est très très fort, bien entraîné, on finit par ne pas avoir le mur normalement. Alors justement, puisqu'on a eu beaucoup de questions bien évidemment sur l'alimentation, comment s'alimenter avant, pendant et après un marathon, ça on va en parler. On
on nous demande comment éviter l'hypoglycémie sur un marathon. L'hypoglycémie, c'est donc quand le taux de sucre dans le sang est trop bas. Surtout qu'on a puisé dans les réserves, parce qu'en gros, on a des réserves de sucre qui sont mises sous forme de ce qu'on appelle le glycogène, qui vont notamment dans le foie, et on va puiser sur ces réserves pendant l'effort, et puis à un moment, ce qui explique en partie, on le dit, le mur, c'est la fringale, hein, c'est ce que certains appelaient la... Oui, c'est ça, exactement. Sauf que c'est encore plus mal vécu qu'en vélo, parce qu'on n'arrive même plus à mettre un pied devant l'autre. Remarquez, en vélo... on mangerait l'herbe qu'il y a dans le champ, donc c'est un peu la même expression. Hein. On la fumerait. Ouais, et donc, comment on gère? Alors, pour gérer l'hypoglycémie, d'abord, avant de parler de ce qu'il faut faire pendant la course elle-même, et là, ça va intéresser tous ceux qui font leur premier marathon, les ravitaillements, savoir ce qu'on doit prendre ou pas, boire, etc., ce qui est fondamental. Comment on doit gérer les jours qui précèdent le marathon sur le plan alimentaire? D'abord, comment vous faisiez, vous, Ronan? Déjà, moi, je m'étais mis au régime parce que j'aime bien la table. Juste avant, je mangeais des pâtes, puisqu'il fallait manger des pâtes, de la viande blanche. C'est la semaine d'avant. Hein. Je faisais déjà très attention. Par contre, là, je me freinais beaucoup moins. Je mangeais un peu plus le mercredi, jeudi, vendredi soir, un peu comme tout le monde le fait. Voilà. Et puis, je m'entraînais avec les tubes. Parce que j'avais eu une première expérience d'avoir fait un semi-marathon avec les petits tubes là, de sucre qui sont assez durs à digérer quand on n'a pas l'habitude. Donc, je m'entraînais 15 jours avant pour habituer l'organisme à cela. D'accord. Vous devez avoir des règles très précises. L'alimentation, hein, ça se gère longtemps à l'avance. Hein. Les petits gels, c'est vrai que c'est pas facile à digérer. Il faut s'entraîner habituer son organisme. Ouais. Il faut le faire sur des entraînements, sur des sorties longues. Mais sinon, quand vous faites un marathon, une semaine avant, c'est quoi? C'est un régime particulier? Non, enfin moi pas particulièrement, non. C'est la pasta partie quoi la veille. Ouais. Mais après, c'est de l'hygiène au quotidien quoi. C'est une hygiène de vie, des règles simples. Le confit, trucs comme ça quoi. Voilà, on évite les soirées raclette et compagnie. Oui, un raclette avant le marathon, c'est pas top. Alors, on dit que, moi j'avais lu qu'il fallait commencer un régime particulier. Bon, on fait attention, bien évidemment, on essaie de perdre du poids un petit peu avant le marathon, mais que les jours, une semaine avant la course, il faut essayer d'épuiser complètement, de faire baisser son taux de glycogène. Alors, ça paraît étonnant parce que finalement, le glycogène, c'est la réserve de sucre dans laquelle vous allez puiser pendant l'effort. Et puis, on vous dit que 7 jours avant, il faut réduire complètement ce taux de glycogène, donc cette réserve de sucre, donc en baissant votre apport en sucre, pour pouvoir mieux reconstituer après le stock de glycogène. À quoi ça sert? Puisqu'il y en a, pourquoi on l'élimine? C'est pour en avoir du neuf? C'est pour faire ce qu'on appelle la surcompensation. Donc en fait, c'est surtout l'entraînement qui y participe également, c'est-à-dire qu'on va manger moins de sucre, et notamment du sucre rapide, il faut les éviter, mais on va éviter même le sucre lent. Et puis on va faire des entraînements le week-end avant où on essaie de cumuler sur le samedi-dimanche des séances longues, quitte à épuiser donc, le stock de glycogène. Et puis après, ce stock, quand il se reconstruit, parce que la dernière semaine, on allège complètement l'entraînement, quitte à faire que 2 entraînements d'ailleurs dans la semaine, et en plus de manger donc, des sucres lents, eh bien, on va reconstruire son stock de glycogène, mais à un niveau supérieur à ce qu'il était antérieurement. Donc il faut combiner l'entraînement épuisant le week-end avant, et après manger du sucre lent, pas en quantité supplémentaire à ce que vous mangez d'habitude, mais en même quantité par rapport à ce que vous avez l'habitude de manger. Donc en d'autres termes, c'est si vous avez l'habitude de manger des haricots verts, vous les remplacez par des nouilles. Voilà. Mais par contre, il ne faut pas non plus aller dans l'excès et se taper l'apéro tous les soirs. Et ce que l'on voit souvent, c'est dans la pasta party, des gens qui les 3 jours avant mangent des nouilles, des pâtes, des nouilles, des pâtes. C'est à peu près la même chose, je crois. Mais non, voilà. c'est pas. Enfin, ici, voilà. Je sais pas, mais. Et alors qu'en fait, il suffit simplement d'en avoir qu'une ration correcte par jour. Globalement, si vous ne savez pas quoi faire, le meilleur des conseils, c'est changer rien. Ce que vous avez l'habitude de faire. Parce qu'il y a eu une étude scandinave. Ah bah vous voyez que vous lisez quand même. Qui faisait le régime dissocié scandinave.
Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que les 6 jours avant la compétition, après avoir épuisé le glycogène musculaire, ils mangeaient que des protéines. Et donc là, ils asséchaient encore plus sur le plan du glycogène. Et seulement les 3 derniers jours, ils faisaient la pasta party. Et on a démontré qu'aujourd'hui, ce régime hyperprotidique 3 jours avant les 3 jours de pasta party n'était pas plus bénéfique que si on mangeait que des nouilles les 3 jours avant. Donc bon, on a évité les protéines. Par contre, j'aime bien revenir à cela parce que, contrairement à ce qu'on croit, quand on court et qu'on prépare un marathon, certes, on consomme du glycogène, donc du sucre, mais on détruit énormément ses muscles. C'est pour ça que les marathoniens, ils sont gaulés comme des mouettes, ce n'est pas des musclores, et parce qu'ils bouffent toutes leurs protéines. Alors, il y a plein de mécanismes pour ça. Et en fait, il faut augmenter ses apports alimentaires en protéines, contrairement à ce que vous avez tous l'habitude de faire. Il faut passer à 1,2 g par kilo par jour. Alors qu'on dit tout le temps, 1, ça suffit. Mais quelqu'un qui fait vraiment du marathon, qui s'entraîne tous les jours, eh bien, il est en manque de protéines en permanence. Alors qu'il va bouffer par contre du glycogène. Protéines végétales, animales? Généralement, on évite les graisses, donc vaut mieux du poisson. Mais bon, après, chacun ses goûts et ses couleurs. Vous avez eu des problèmes digestifs, vous, déjà, pendant le marathon? Non, pas de problème digestif. Par contre, difficile de se tenir à absorber ces fameux gels, quoi. Au bout d'un moment, le goût sucré est difficile à absorber. Ouais, supporter. Ouais. Oui, non, pas de problème non plus. Non, moi je me tenais à mon petit sachet tous les demi-heures et ça tenait. Ouais, ça... Alors justement, on nous demande comment gérer, quelles sont les bonnes pratiques pour éviter les problèmes de digestion pendant ou après un marathon. Il y en a qui ont mal au ventre pendant qu'ils courent, parce que pendant 42 km, il y a les intestins qui sont ballottés comme ça, qui se baladent, donc ça peut entraîner une certaine irritation. Il y a eu le stress avant, parce que pour ceux qui vont, vous êtes nombreux, faire leur premier marathon, je suis sûr que vous allez flipper votre race. C'est incroyable, c'est un truc de full marathon, parce que on se dit, bon, on y va pour se tester, pour se dépasser un peu, pour se faire un peu mal parfois, mais toujours en se disant, on va prendre un plaisir incroyable, surtout s'il fait beau, il y a des milliers de personnes qui courent avec vous, c'est génial, on y va entre copains. Et ben, même si c'est pour se marrer, le jour du marathon, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça parce qu'on se retrouve dans un esprit compétition, qu'on le veuille ou non, qu'on s'est préparé pendant 1 an, donc psychologiquement on se dit mais il va falloir, et puis on en a parlé à tout le monde en plus en général quand on fait le marathon, vous connaissez ça, on n'aime pas se la ramener, mais quand même tous les mecs au boulot sont au courant, la famille vous la faites chier depuis 1 an, donc ils le savent, les commerçants du coin aussi parce qu'ils n'ont jamais vu venir acheter autant de pâtes, donc finalement tout le monde est au courant et vous vous dites le matin, je vais passer pour un con si je ne finis pas cette course. Donc psychologiquement, vous avez tous les éléments, tous les facteurs pour avoir le trac. Et vous aurez le trac le jour où vous allez commencer votre marathon. Et le stress, c'est pas bon pour les intestins. Le stress, c'est pas bon pour l'estomac. Surtout qu'en général, le matin, on va manger aussi. Mais bon, je sais pas, à quelle heure il démarre le marathon de Nantes? 9h, je crois. 9h. Bon, il démarre à 9h. Dernier, il faut manger à quelle heure avant le marathon? 3 heures avant, c'est mieux. Donc 3 heures avant, donc 6 heures. Et au pire, 1h30. Ouais. Si vous ne mangez pas beaucoup. Et on va vous dire qu'il faut manger un plat de pâtes froides le matin au petit-déj. Et quand on n'a pas l'habitude à 5 ou 6 heures du mat de manger des pâtes, je peux vous assurer que vous ne les mangez pas, vous ne prenez pas votre assiette entière le matin. Donc ce qui fait que vous arrivez, vous n'êtes pas très bien, vous avez l'estomac un peu en vrac, et ils vont pas le courir. Et donc vous avez pas mal de raisons d'avoir mal à l'estomac, d'avoir des remontées acides, d'avoir mal au bide et des crampes pendant le marathon. Donc en gros, on peut prévenir ou pas? Ou c'est chacun va voir ce qui va se passer? Chacun va voir ce qui va se passer déjà, c'est sûr. Ah oui, d'ailleurs, juste un mot à propos de la digestion. Faites popo avant de partir de chez vous. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir la queue. Oui. Ils installent des petites... comment vous appelez ça à Nantes? Des guérites. Des guérites avec des kinettes. Et vous allez voir, dans les guérites, il y a la queue. Surtout, mesdames, faites pipi avant de partir de chez vous. Et partez au dernier moment. Parce que comme on s'est beaucoup hydraté, en plus, depuis 5 heures du mat, pour faire passer les pâtes, vous allez avoir envie de faire pipi, mesdames. Je vous rappelle que vous avez une toute petite vessie. Et donc,
vous allez faire la queue dans les toilettes qui sont installées au départ. Et là, si vous avez envie de faire popo, bon, on reste un peu dans l'intimité, mais c'est pas sympa parce que vous savez qu'il y a 30 personnes qui sont derrière après vous. Donc ça gêne un petit peu. C'est des petits détails un peu comme ça, mais vous verrez. C'est vrai ou pas? Bah, c'est vrai, et puis de toute façon, comme vous l'avez rappelé, il y a le stress. Donc même si vous n'avez pas envie en partant de chez vous, vous aurez envie dans la seconde avant le départ. Donc c'est pour ça que tout le monde vient au même moment aussi. Ouais, et c'est pour ça, je ne sais pas où se donne le départ, mais par exemple, le marathon de Paris, c'était sur le départ et sur les Champs-Élysées, avec la place de l'Étoile. C'était une immense flaque d'urine, la place de l'Étoile, parce que tous les mecs, voyant la queue, se mettent à pisser n'importe où, puis comme tout le monde le fait, on se gêne pas. Vous faites pareil à Nantes? Ouais. Non, mais la place de l'Étoile, ça me parle. Ça vous parle, ouais. Puis après, il y a la flaque qui descend le long des Champs-Élysées, parce que c'est dégueulasse. Alors, pendant la course, il faut boire comment? Mais il faut surtout pas rater le premier ravitaillement. Ça, c'est la clé quand même. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas soif, pas faim, pas ci, pas ça, au moins, arrêtez-vous. Pour ceux qui ont du mal à avaler quelque chose, on parlait des gels, mais bon, moi les gels, je suis pas super gel, moi. Mais peu importe, mais si vous mangez un quart de banane, c'est votre vie intime, hein, quelque chose. Mais arrêtez-vous, prenez le temps de vous hydrater, boire un petit verre, manger une petite banane, 3 raisins secs, mais commencez à réfléchir à ce qui va arriver au bout, et surtout le ratez pas, même si vous vous sentez super bien, etc. Et puis pour ceux qui vont aller plus loin, parce qu'il y en a qui s'arrêtent dès le début, quasiment, eh bien, pensez à se ravitailler. Alors, les plus performants, ils vont faire ça en courant, ils vont balancer les seaux et tout le machin. Mais en fait, prenez le temps. Il vaut mieux s'arrêter 20 mètres, 30 secondes, que ça peut faire quand on va faire 5h15, et puis repartir tranquille, etc. Et ça, c'est la clé aussi pour aller jusqu'au bout, à mon sens. Ouais, 5h15, vous ne marrez pas, parce que moi, j'ai fait 5h40 pour mon premier marathon, et c'est sympa. C'est parce que vous avez le temps de voir les immeubles, vous avez le temps de vous arrêter. Je m'arrêtais à chaque ravitaillement pendant une demi-heure à chaque fois, et c'était sympa. Je suis arrivé, il y avait des voitures balais derrière. Ils avaient rétabli la circulation avenue Foch et tout, c'était une catastrophe. Et malgré ça, j'ai pas réussi à marcher pendant 8 jours. Il faut boire des boissons énergisantes ou pas? Après, il faut avoir l'habitude d'en boire. C'est avant tout ça. Et dans les boissons énergisantes, c'est difficile de faire la part des choses dans ce qui est bien, moins bien, plus bien. Moi, j'ai l'habitude de dire, et pour en avoir discuté avec d'imminents, non pas spécialistes de médecine du sport, mais de chimiothérapie, vous voyez, c'est pas toujours très drôle. En fait, chaque individu est différent et on ne va pas assimiler la vitamine C, le café, le thé, les marques de produits, le magnésium, etc. Donc chacun est individuellement différent. Et à partir de là, il faut tester les produits avant de les mettre en place le jour du marathon. Et alors, tout ce qui est gel, moi je vous disais que j'aimais pas, parce qu'il y a des gels qui donnent des crampes. Il y en a qui sont bourrés de sel, d'autres bourrés de Coca-Cola, d'autres, etc., etc. Et ça donne des aigreurs, des douleurs, voire des douleurs musculaires, des crampes. Et puis, tu l'as très bien dit aussi tout à l'heure, il y a des choses qu'on n'arrive absolument pas à assimiler. Et on essaie d'avaler, ça passe pas, on vomit, c'est pas terrible, quoi. Et prendre un peu de sucre de temps en temps, du sucre rapide, des petits morceaux de sucre qui sont distribués parfois. C'est pas mal pour se recharger rapidement. Tout à fait. De toute façon, quand vous allez arriver dans les stands, c'est comme la Formule 1, il y a les pneus, il y a tout. Vous allez voir, vous allez prendre ce qui vous va bien. Et c'est pas pour rien, on est revenu à l'homme de Néandertal, là. Il choisissait la bonne pomme, la bonne banane. Et vous allez faire pareil. Vous alimentez pendant... Vous avez le temps, 2h50, de vous arrêter? 2h58? C'est vrai que chaque détail compte, donc c'est pour ça qu'on passe au gel, parce qu'on n'a pas le temps de mâchouiller une banane ou des raisins secs. Parce que c'est lourd une banane en plus, quoi. Vous prenez une banane. Non, mais c'est vrai, une banane en train de courir, vous sentez le truc. Non, mais c'est vrai, vous sentez la banane qui se promène dans le. Il y a parfois des choses improbables sur les ravitaillements. Il y a des morceaux de fromage, des choses. Mais quand on fait plus loin de l'ultra-trail, vous verrez, vous mangerez des sandwichs, carrément. Vous avez mangé, vous, Ronan, pendant le marathon? Non, des fois. Vous êtes arrêté au Super U du coin? D'ailleurs, les gels sont très très bons, je vous les recommande. Et les boissons énergisantes aussi, on a une marque très spécifique qui est très bien faite. Mais non, les bouts de sucre, voilà. les bouts de sucre, ça m'est arrivé, ouais. C'est pas morceaux de sucre. On a l'impression que ça redonne un coup de fouet. On a l'impression, que ça redonne un coup de fouet, mais j'ai pas, pas les fruits, non.
Jamais essayé. Moi, je me rappelle une fois avoir carrément m'être arrêté devant un bar et avoir pris une canette de Coca-Cola et blam, être reparti après tellement j'étais en manque. Et il y a des gens qui vomissent sur le parcours. C'est pas bon pour la santé. Non, mais c'est vrai. Il y en a qui se dépassent tellement qu'ils vont finir, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé le matin. Le sel, si, en admettant que le 19 avril il fasse 40 degrés, est-ce qu'il faut prendre du sel avant la course pour éviter de trop se déshydrater? Bah, il vaut mieux prendre les boissons de Super U. Là. Il y en a qui sont à profil salé, donc, mais pas rajouter des morceaux de sel dans sa flotte. C'est pas bon le Pas la peine salé. de lécher des Ouais, pastilles de sel comme boire les chevaux. boire de l'eau de mer, c'est pas terrible. Non, d'accord. Ça dépasse la dose en fait. Courir en ville est-il dangereux à cause de la pollution? C'est vrai que bon, vous avez la chance à Nantes d'avoir la campagne qui est pas loin, mais ce qui n'est pas le cas tout le temps. On ne peut pas toujours aller à la campagne. Nous, à Paris, il faut avoir la chance de pouvoir aller sortir de Paris pour s'entraîner si on veut le faire dans un milieu un peu moins pollué. Nantes est comment en termes d'entraînement, pollution? Bien. Très bien. Le maire de Nantes est là ou pas? Non, C'est pas grave s'il peut se mettre à sponsoriser un peu. Ah, un message à faire passer donc à la municipalité. Donc on peut s'entraîner en pleine ville sans problème? Oui, c'est quand même très agréable. On a beaucoup de chemins, de parcs. On a quand Le même, long de la Garonne? de l'Erdre déjà, de la Loire. Non, mais c'est vrai, on peut vraiment varier les parcours. C'est plutôt très sympa. Beaucoup plus qu'à Paris où moi je passe beaucoup de temps et moi je m'entraînais à Orly. Franchement, il faut avoir envie de sortir. Ouais, c'est les hôtels. Non, mais il faut même avoir envie d'y habiter. Voilà, déjà, non, mais j'y habitais pas. J'y étais à l'hôtel, mais je finissais sur un tapis de course parce que c'est vraiment très désagréable. Ouais, faut pas... Quand on est dans le centre de Paris, ça va, mais... Ils vous laissaient pas rentrer dans Paris ou quoi? J'arrivais pas en courant à aller jusqu'au centre. Non, mais j'ai été à l'hôtel puisqu'on a notre siège près d'Orly, c'est tout. Ah oui. Et donc là, c'est vrai que c'est impossible. Je sais pas comment ils font. Oui, à Paris, mais il y a d'autres villes comme ça, les villes polluées comme Grenoble notamment. C'est pas facile de courir. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut à peu près 2 mois pour s'adapter à la pollution. D'ailleurs, on voit les Japonais qui courent avec des masques dans Paris, c'est pas un hasard. D'ailleurs, ils sont tout marrons quand ça sort. Vous avez des quintes de tout. Les Japonais sont tout marrons? Oui, on recrute en Afrique. C'est les Japonais d'Afrique? Vous avez vu des Japonais marrons? Dans les masques des Japonais. Ah, les masques, Oui. j'ai compris. Et vous finissez vos entraînements, vous avez les yeux qui pleurent, vous toussez, il faut à peu près 2 mois d'adaptation à cela. Vous avez des aigreurs. Moi, je me rappelle avoir fait des gros footings dans Bangkok. Je vomissais à la fin du footing, si bien qu'à la fin, j'ai fini par m'entraîner sur un tapis roulant dans l'hôtel. Enfin, c'est pas bon pour la santé, la pollution, ça c'est clair. Et pour les cyclistes professionnels, pour vous donner un ordre d'idée, on a une modification des courbes respiratoires au fur et à mesure des saisons. Et on estime qu'entre les pesticides de la campagne et le nombre de gaz d'échappement qui respirent à faire les courses dans le fond des voitures, plus les hyperventilations qu'ils font pendant des heures et des jours dans des villes, eh bien, on arrive à des gens qui ont des courbes obstructives, comme des gens qui sont bronchiteux chroniques. Donc on est un peu inquiet Comme pour, s'ils avaient pour fumé, cet quoi. avenir-là. Exactement. La course à pied est-elle compatible avec le cholestérol? Alors, on sait que l'effort physique, l'activité physique en général, fait baisser le taux de cholestérol, enfin de mauvais cholestérol, fait baisser l'hypertension artérielle, l'hypertension, en tout cas diminue le nombre de médicaments à prendre quand on est hypertendu. Si on est hypertendu et qu'on fait du sport, on prend moins de médicaments pour réguler la tension, équilibrer la tension, que quelqu'un qui n'aurait pas d'activité physique. Alors, quand on a trop de cholestérol, on pense tout de suite au risque cardiaque, on pense tout de suite au risque d'infarctus, d'angine de poitrine, etc. Est-ce que ça veut dire que tout le monde devrait passer un électrocardiogramme, une épreuve d'effort, et encore plus ceux qui ont trop de cholestérol, avant de se lancer, non pas dans le marathon, mais dans l'entraînement pour le marathon? On n'est jamais trop prudent, ça c'est sûr. À partir de 35 ans, ça vaut le coup d'y voir un peu clair. Il y a surtout les antécédents familiaux qui sont aussi très importants. Et puis en effet, si on a un peu de cholestérol, une tension un peu limite, un petit peu de surpoids, il faut au moins aller voir son médecin pour lui demander si on est en pleine forme, tout simplement. Puis après, il jugera avec vous s'il faut aller plus loin dans les examens. Je crois qu'à chaque cas, sa particularité.
Après, on a un système un peu spécial en France, puisqu'il faut établir un certificat de non-contre-indication à l'effort pour pratiquer le marathon, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres pays. En Belgique, vous signez un papier comme quoi vous engagez votre responsabilité. Si vous mourrez, tant pis pour vous. Par contre, à la fin, il est marqué il serait bien d'avoir un médecin ou un cardiologue avant de vous engager. C'est pas la même dimension. Donc oui, rien n'empêche d'aller voir son médecin, plutôt médecin du sport, je dirais, quand même, ou au moins pratiquant le sport, comme on va voir un podologue du sport aussi. Comment éviter là on va parler des articulations et des muscles, comment éviter les tendinites et les douleurs musculaires? Je voudrais juste vous donner un petit chiffre pour vous montrer finalement ce que subit l'organisme, même si, encore une fois, avoir une activité physique, courir, c'est très bon pour la santé. À chaque kilomètre de course, en moyenne, on fait 800 contacts entre le sol et les pieds. Avec 5 à 8 fois le poids du corps à chaque impact, pour des raisons physiques. Autrement dit, si vous pesez 80 kg, à chaque foulée, vous avez une charge de 480 kg sur la hanche du côté qui touche le sol. C'est pour vous donner un chiffre, un exemple, des contraintes mécaniques subies par les articulations, les muscles et les tendons. Alors, bien évidemment, et je pense malheureusement que certains d'entre vous ici vont être obligés le jour du marathon peut-être de s'arrêter parce qu'une tendinite du genou, parce que un problème musculaire vous obligera à ne pas terminer la course. Comment on évite tendinite et problèmes musculaires? Comment vous faites, vous, pour éviter on ne parle pas d'entraînement, hein. On a compris que l'entraînement, les chaussures, mais à part ça, est-ce que vous avez des règles précises? C'est vrai que les chaussures, c'est quand même la base. Les changer régulièrement, une bonne hydratation aussi, bien boire. Je pense quand même que les étirements ont leur importance pour récupérer des enchaînements d'entraînement. Mais l'hydratation est importante. Vous avez eu des problèmes vous avez des problèmes de genoux là, aujourd'hui? ça me parle. Hein. Ouais. J'arrête pas d'être blessé. Oui, ça me parle. Et moi, c'est pas 400 kilos, c'est plutôt 600 à chaque. Voilà. Oui, j'allais vous le dire. Vous avez un peu. Vous savez comment on appelle ça? Vous connaissez le syndrome du boulanger? C'est quand il y a la brioche qui tombe sur la baguette. Attention, ça va me rester ça. Oui, donc et pourtant je m'hydrate, je fais attention à changer de chaussures, mais c'est vrai que j'avais pas connu la blessure et quand la blessure est là, voilà, et j'ai tendance à pas m'arrêter et j'ai compris aujourd'hui qu'il valait mieux s'arrêter pour laisser reposer tout ça et puis repartir plus belle. Mais aujourd'hui c'est une vraie problématique. Je suis preneur de recettes. De toute façon, déjà une petite remarque, pour faire 600 kilos. Comme c'est aussi proportionnel à la vitesse, ça veut dire que vous courez vite. Ah. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Que c'est 1000 kilos? C'est plus une tonne? Oui, on peut aller jusqu'à 15 fois le poids du corps quand on court bien, à 20 km/h par exemple. Bon, donc en fait, vous courez pas vite? Non. Non. Vous pesez combien? 100, 110? 85, 90. Franchement, faut pas regarder votre émission ce soir. Hein. Si, regardez pas pour moi, mais pour Adriana. Je vous assure que vous allez voir y aller. Alors, donc pour comment retourner. on fait? Alors le premier facteur de tendinopathie, c'est l'âge. Donc il faut rajeunir. Donc ça déjà éliminé. C'est pas facile. Après, il y a des aspects mécaniques. Donc les marathoniens, dès qu'on se lance dans le marathon, on dit un petit peu névrosé du poids. Et c'est vrai que l'équation le prouve, c'est plus on est lourd, plus on est à risque, quand même, puisque les muscles en fait, et les tendons, c'est vos amortisseurs des impacts. Et ensuite, il y a les erreurs qui sont toujours d'ordre mécanique, mais c'est le cumul des années d'entraînement. C'est-à-dire que globalement, vous avez des amortisseurs pour 15 ans. C'est pour ça que si vous démarrez le marathon à 20 ans, à 35 ans, vous avez des tendinopathies. Vous démarrez à 30 ans, c'est 45 ans. Vous démarrez à 40 ans, 55 ans, etc. etc. Si vous êtes déjà pas trop mal foutu dans vos axes, etc., ce que va vous permettre éventuellement de corriger les chaussures. Et puis après, il y a des vraies erreurs d'entraînement,
c'est-à-dire trop vite, trop fort, trop dur, trop augmenté trop vite. Ça, c'est très fréquent parce que les programmes d'entraînement que vous pouvez avoir, ils sont sur 2 mois. Vous êtes pressé, oh, attends, j'ai pas fait mes 100 bornes par semaine, machin, truc. Alors qu'il y a 2 mois, vous faisiez 50 km. Donc 50 km, vous avez multiplié par 2 en 2 mois. Bah oui, on est blessé, bah oui. Et puis en plus, un autre problème qui vous gâche la vie, s'il faut bien comprendre qu'il vaut mieux sauter un entraînement dès qu'on a une petite douleur, quitte à s'arrêter 3 jours, même si ça compromet un peu la préparation, etc., plutôt que d'y aller parce que mentalement, parce que les endorphines, parce que, etc., votre mari, qui veut vraiment, hop, eh bien, à partir de là, il faut vraiment écouter son corps, car il n'y a rien de pire que de démarrer un marathon alors qu'on a une petite douleur, une petite lésion ou un petit quelque chose, parce que là, on finit pas, en effet. Ensuite, Puis s'hydrater beaucoup, parce que les tendinites, on sait que les déshydratations entraînent aussi des tendinites. Hygiène de vie, après, on appelle ça. Nous, les footballeurs, c'est hygiène de vie. C'est compatible, ça. Footballeur, hygiène de vie. Ah ouais, tiens. Sur le papier, c'est sympa. Ouais. Comment on évite les ampoules aux pieds, en dehors du fait qu'on ne prend pas des chaussures neuves? Est-ce qu'il faut prendre les compides, là, les trucs, si on a une petite lésion? Les compides, c'est pareil. Enfin, c'est à essayer, mais ça dépend sur quelle zone on met le compide, parce que le compide peut avoir tendance à boulocher. Donc, quand on fait 42 km de course, il y a peu de chances que le compide soit en place à la fin. Donc, s'il bouloche, c'est encore pire, quoi. Il bouloche, donc encore un terme nantais. Donc il bouloche. Je vais marquer les mots, parce que peut-être dans le magazine de la santé, vous entendrez Kinette, bouloche. Je ne suis pas sûr que Marina comprenne ce que je vais lui dire, mais... Et ça bouloche, et ça délire? S'il se décolle, quoi, sur les bords. Ah oui, d'accord. Oui, je suis con. Pardon. Non, mais quand on a des ampoules, en général, on le voit à l'entraînement. Bon, les chaussettes ont leur importance, bien sûr. Ouais. Et en quoi? En coton? En satin? Maintenant, il se fait beaucoup des chaussettes dédiées à la course, donc qui sont des complexages coton, polyamide, voilà, avec tout ce qu'il faut, les élastiques au bon endroit, les couloirs d'aération, des chaussettes qui respirent. Les couloirs d'aération sur les chaussettes. Jamais chose pour évacuer la transpiration. Oui, ça j'ai compris le principe, mais je ne savais pas que ça existait. Ouais. Et après, sinon, si on se rend compte que malgré tout ça, il y a encore des soucis de frottement dans la chaussure, il peut y avoir des protocoles pour préparer les pieds. Alors, il y a le tannage qui est connu chez les coureurs. La méthode la plus simple, c'était de prendre un demi-citron et puis de se badigeonner le pied le matin avec ça pendant 1 mois avant le marathon pour renforcer le capiton plantaire. Maintenant, il y a des produits qui ont été mis au point. Il y a Tano de chez Aquiline, ça permet de renforcer la peau. Quand on part sur un protocole comme ça, il faut le faire 1 mois avant et puis coupler avec de la crème hydratante. Donc, tannage le matin et puis de la crème hydratante le soir. Et le talc? Le talc pour empêcher la transpiration. Ouais, pour les pieds. Ça, après, oui, il existe des poudres antitranspirantes encore mieux adaptées que le talc. Oui. Enfin, excusez-moi, mais je suis un peu vieux. Oh, j'en étais encore au talc. Et puis j'avais des langes en tissu. Et alors, il y a autre chose, les frottements. Important, les frottements. Tous ceux qui ont fait le marathon savent que le frottement, ça peut être terrible. Ça peut vous faire hurler de douleur. Quand vous commencez à avoir une petite irritation au pli inguinal, là, c'est terrible. Vous ne pensez plus qu'à ça pendant des kilomètres. Donc là aussi, il faut faire attention. Il faut se mettre quoi? De la pommade Oui, d'accord, merci. Moi, le pire, c'est les tétons. Oui, j'allais parler des tétons, j'allais y venir. Mais bon, parlons-en. Donc les tétons, il faut... Mettre de la pommade. Soyons fous, parlons des tétons. Alors, bien sûr, mesdames, les soutiens-gorge, vous prenez des soutiens-gorge adaptés pour le sport, pas les Wonderbra ou les trucs comme ça. Et il faut mettre un petit sparadrap? On peut. Non, parce que ça peut frotter en courant. Oui. La crème. Non, mais il faut se protéger. C'est pareil, ça peut faire hyper souffrir. En fait, on le protège un peu comme les pieds. Donc, je vous conseille le petit morceau de citron pour tanner, et puis après, le truc de chez Aquiline. En fait, vous prenez un demi-citron, vous en mettez un sur chaque... Ça donne des formes avantageuses, en plus. Ça pique pas du tout.
Mais se protéger, sans blague, hein, il faut se mettre des petites crèmes, il faut acheter des crèmes chez les pharmaciens pour se protéger et bien s'hydrater et mettre de la crème grasse, j'en sais rien, moi je suis pas spécialiste. Mais Il existe, oui, des crèmes anti-frottement, la plus connue étant la NOC. Oui. Mais allez-y, C'est- pensez-y, hein, je vous assure que ça peut vraiment vous pourrir la course. Hein? Oui, oui. C'est pas Vraiment, faux. oui. Bien, il Ça nous peut reste... Ça va jusqu'au saignement. Hein, Non, non, oui, ça va jusqu'au saignement. Non, vous rigolez, mais c'est très, très important. Parmi les questions, toc, 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 le trail ou le marathon sur route, laquelle des deux est la moins agressive pour notre corps? Alors, parce que c'est pareil, on dit que courir sur des chemins, c'est pas terrible parce que le terrain est inégal, que ça fait jouer les articulations, mais qu'en même temps, ça donne moins de pression sur les genoux. Courir sur le bitume, c'est pareil. Est-ce qu'il faut s'entraîner pour un marathon? Il vaut mieux s'entraîner sur un chemin pour pas souffrir trop, ou s'entraîner sur du bitume pour habituer notre corps au marathon? Il vaut mieux s'entraîner sur la surface de compétition. Alors après, si votre corps ne le supporte pas, eh bien, on alterne évidemment. Mais quelqu'un qui viendrait du cross en n'ayant couru que dans la boue et puis qui après il attaque directement la route, ça va pas bien se passer. Donc il faut habituer le corps progressivement à travailler sur le système qu'il va avoir comme impact. C'est ce que vous faisiez, Ronan? Oui, pas mal de routes. Et après, moi, j'ai plutôt arrêté la route pour faire du trail, des petites distances, mais je trouvais ça mieux pour mes articulations. J'avais l'impression d'avoir un peu plus de souplesse. Voilà, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est qu'un ressenti, mais voilà. Donc je préférais à la fin les chemins. Ouais. Bah, ça dépend un petit peu du profil de chacun. Il y en a d'autres qui n'aiment pas les chemins parce que c'est trop fuyant ou la boue. Quand vous avez une pathologie d'Achille, par exemple, et puis que vous passez sur le terrain de cross, des fois, c'est pas bien vécu. Vous préférez avoir des appuis bien stables, plutôt bitume. Donc tous les goûts sont dans la nature. Par contre, pour revenir entre trail et marathon, pour moi, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le marathon, vous avez une ligne de départ, une ligne d'arrivée, toujours à la même distance. Vous avez un repère chronométrique, vous avez des ballons tous les quarts d'heure, vous avez une organisation qui est vraiment qui correspond à une compétition sur route, validée olympiquement, mondialement, etc. Le trail, c'est beaucoup plus une philosophie de liberté. Les distances sont jamais les mêmes, ça monte, ça descend, on peut marcher, on court avec des bâtons, tout ça. Pour moi, c'est un univers complètement différent. Et à partir de là, les gens qui n'arrivent plus à descendre leur temps au marathon, souvent me disent bah, « moi je me suis mis au trail ». Il y a une raison, hein, c'est qu'on est nul, plus ça va, plus c'est catastrophique. Puis après on se fait une raison, puis c'est une histoire de philosophie, quoi. Et ça fait qu'on éprouve beaucoup de plaisir à faire les trails, surtout en plus c'est dans des endroits fantastiques, il n'y a pas de pollution, etc. Et c'est une liberté de chronomètre, c'est vraiment une autre ambiance, je trouve. Bien, c'est sur ces phrases encourageantes que nous allons conclure. Alors, je vous rappelle, donc le 19 avril, pour ceux qui veulent faire leur marathon, ce sera donc exceptionnellement cette année 42 km 195. Je vous rappelle également que c'est beaucoup. Que si vous ne vous sentez pas, vous pouvez faire les 10 km et demi en bord de Loire, les foulées de l'éléphant. Que vous pouvez aussi faire un relais. C'est ce qui va se passer dans les équipes de Système U. Combien d'équipes? Je pense qu'on va battre un record, on sera un peu plus de 60 équipes cette année. 60 équipes qui vont faire, il y a 4 relayeurs à chaque fois. Voilà, 4 relayeurs qui font à peu près 10, ça va de 9 à 11 km. Mais parce que ça, c'est très sympa aussi. Le but, c'est d'entraîner un maximum de gens qui n'ont pas l'habitude de courir. Là, c'est vraiment avant tout de la convivialité. On ne cherche pas le chrono, on cherche le plaisir. Puis on finit avec des beaux produits sains, un bon pique-nique. Voilà. Après, donc c'est si top. vous ne vous sentez pas, faites ça, prenez des potes et puis faites un relais, faites 10 km chacun, mais ne vous dépassez pas trop, ne souffrez pas, prenez du plaisir parce que c'est vraiment un moment énorme et unique dans sa vie. Le premier marathon, pour ceux qui l'ont fait, les suivants sont extraordinaires aussi, mais je vous assure que la première fois que vous courez 42 km et que vous dépassez la ligne d'arrivée, vous êtes fiers de vous. Je vous souhaite bon courage et je vous souhaite de passer la ligne d'arrivée. Merci beaucoup.